Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Unlocked, l'émission qui vise à vous présenter une entreprise afin de mieux vous y projeter avant de l'intégrer. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mathieu Robiquet, responsable des sujets RSE, c'est-à-dire responsabilité sociale et environnementale des entreprises chez British American Tobacco, que l'on nommera BAT tout au long de cette émission, mais également Romain Bale, responsable de la communication dans la même entreprise. Bonjour à tous les deux. Bonjour Salut Léa. Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre entreprise, Cigarettier International, qui ne date pas d'aujourd'hui puisque sa création remonte au début du XXe siècle. Mais je n'en dis pas plus. Romain, je te laisse la parole pour l'incontournable Pitch Me That. Tu as 1 minute pour nous présenter votre entreprise. Parfait, je relève le défi alors. BAT a été fondé en 1902, donc on est un groupe mondial de l'industrie du tabac, effectivement, qui regroupe plus de 53 000 employés à travers le monde, dans plus de 143 pays, avec 11 millions de points de vente à travers le monde. Et en France, plus précisément, nous sommes 200, divisés tout d'abord avec nos fonctions support au siège à La Défense, et ensuite notre force commerciale qui est déployée sur l'ensemble du territoire français. On est une entreprise très diversifiée puisqu'on regroupe plus de 30 nationalités au sein de notre groupe en France. Et évidemment, nous avons notre ambition aujourd'hui de transformer cette industrie, donc comme on l'a dit, qui est maintenant plus de centenaire. Nous sommes en constante transformation pour réduire l'impact de nos produits déjà sur la santé de nos consommateurs, mais également réduire notre impact sur l'environnement et le monde qui nous entoure. Alors justement, on va en parler. C'est bien l'objectif donc de BAT, s'adapter aux enjeux environnementaux, comme BAT en fait l'a toujours fait, s'adapter aux enjeux de son époque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Mathieu, ton poste a été créé de toutes pièces très récemment. Ça date Oui, de cet été. exactement. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement des constats desquels vous êtes partis et surtout quels objectifs vous visez désormais? Ok, donc sur l'environnement, le constat, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler longtemps, hein. On est tous d'accord, enfin, à part certains irréductibles, qu'il y a un besoin d'avancer collectivement et de limiter l'impact sur l'environnement. Et ça s'applique pour les industries, ça s'applique pour les États, pour les consommateurs, les citoyens, enfin bref, pour toutes les parties prenantes. Mais avant juste de parler sur la partie environnementale, mon poste, il est beaucoup plus global que le seul aspect environnemental. Donc la RSE ou ce qu'on appelle aussi l'agenda durable, quand on le traduit pour BAT, il y a ce que disait Romain à l'instant, il y a sur la santé par exemple, comment on va limiter l'impact de nos produits sur la santé avec des produits à risque réduit comme le vapotage. Mais on a aussi un aspect social. Donc ça va être la qualité de vie au travail, le bien-être, ça va être toutes les questions de diversité, d'inclusion. On a aussi des questions sur la gouvernance, le marketing responsable, comment on va faire en sorte que nos produits ne se retrouvent pas dans les mains de mineurs, sur la conformité, sur l'éthique, bref, donc tous ces sujets qui sont assez multidimensionnels, qui sont transversaux. Mais évidemment, ça c'est plus ou moins traité par différentes équipes aujourd'hui. Il y a une vraie volonté pour nous d'avancer sur la partie environnementale. Et là, ta question sur l'objectif, elle est assez importante parce que justement, on voit qu'on pourrait avoir la tentation de se perdre sur tous ces sujets, de courir plusieurs lèvres à la fois. Nous, la priorité absolue, c'est sur cette partie environnementale. Et donc, c'est comment on va limiter notre impact sur l'environnement. Et il y a 2 sous-objectifs, en gros, pour le faire. Il va y avoir toute la partie empreinte carbone, comment on peut mesurer nos émissions et comment on peut les réduire. Et une deuxième partie qu'on appelle l'économie circulaire. En gros, c'est comment on va pouvoir passer un peu de cet ancien monde où on était dans une économie linéaire, où on devait aller puiser dans les ressources naturelles, produire, consommer, transporter, distribuer, enfin distribuer avant de consommer d'ailleurs. Et en fait, on jetait après les produits sans vraiment se poser de questions. Et là, c'est comment on passe à cette économie circulaire où on va essayer de donner une deuxième vie, une troisième vie aux produits. Voilà. Alors justement, ça va être en fait ton premier chantier. Oui, ouais, tout à fait. L'économie circulaire, c'est clairement le premier chantier parce que, bon, évidemment, tout est important, mais il faut qu'on avance par priorité, par ordre. Donc, l'économie circulaire, en fait, ce qui va être important pour pouvoir la réaliser, déjà, qu'est-ce que c'est? Je viens d'en parler un peu, mais c'est comment on va pouvoir réinjecter dans le processus de fabrication des produits qui existent déjà, comment on va leur donner une deuxième vie. Et pour faire ça, alors déjà, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on veut limiter donc l'impact. À la fois, on veut éviter de générer une pollution qui serait issue des déchets et on veut aussi essayer d'utiliser ces matériaux qui sont existants pour éviter d'aller puiser de nouveau dans les ressources naturelles. Et pour y arriver, il y a 2 étapes clés dans cette économie circulaire. Il y a comment on va pouvoir collecter les produits, comment on va pouvoir les massifier du consommateur
jusqu'au centre de traitement, donc comment on va les collecter dans les bons circuits pour ensuite pouvoir les traiter. Et d'ailleurs, sur le traitement, on parle souvent de recyclage, mais il n'y a pas que le recyclage, il y a plein d'autres façons de traiter le produit, mais c'est évidemment comment on peut arriver au recyclage et comment on peut arriver à avoir cette boucle un peu de rétroaction. Et donc, la priorité absolue pour pouvoir que ça soit traité, c'est justement de commencer par la collecte. Et donc, pour la collecte, il y a des éco-organismes, en fait, il existe des filières en France qui agissent sur différents types de produits. Et donc, si je prends l'exemple du vapotage, c'est des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, il y a une filière qui est dédiée à ça. On a 14 000 points de collecte en France qui existent, mais on a un souci, c'est que personne ne les connaît. Donc, il y a un défaut d'information. Donc nous, on va travailler sur comment on peut déjà informer au mieux les consommateurs pour qu'ils puissent utiliser ces solutions qui existent. Et pour ceux pour lesquels c'est pas à côté de chez eux, parce que 14 000 points de collecte, c'est bien, mais ça c'est pas forcément à Ça côté couvre de... pas tout Ça le couvre pas territoire. forcément tout le territoire. L'essence est chère, c'est pas forcément logique d'aller faire 20 km pour aller mettre son produit Mmh. dans le bon endroit. Donc en fait, il faut vraiment dézoomer. Et c'est comment nous, on va pouvoir, en plus de l'information et de ces solutions qui existent, proposer nos solutions à nous. C'est des solutions qui doivent être dans le respect de la loi, parce qu'il y a un encadrement assez strict des déchets, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir des points de collecte qui soient directement chez les commerçants qui vendent nos produits. C'est-à-dire, c'est comment on va pouvoir rapprocher le lieu d'achat et le point de collecte pour faciliter la collecte et in fine avoir un maximum de produits qui soient collectés dans les bons endroits pour qu'ils puissent être traités et qu'on puisse justement atteindre cet objectif d'économie Mmh. circulaire. Ça, c'est un des exemples, en tout cas concrets, qui pourra vous permettre d'atteindre ces objectifs. Oui, c'est un des exemples, c'est le premier chantier. Après, il y a tout le reste. Alors, je le disais, on a un autre objectif qui est tout ce qui est de neutraliser nos émissions carbone. Donc là, il va falloir qu'on travaille sur des plans de réduction des émissions. En fait, je pense que pour résumer, parce que encore une fois, c'est très large comme sujet, il y a tout ce qu'on peut faire pour le produit, il y a tout ce qu'on peut faire nous en interne en tant qu'employé au bureau. Donc pour le produit, ça va être dans la continuité de la collecte, travailler sur donc la collecte, le traitement, mais aussi la conception du produit. Si on a une éco-conception, alors je reprends l'exemple des produits de vapotage, si on a des produits qui sont issus de matières recyclées, qui ont des pièces détachées, dont on peut facilement extraire la batterie, forcément on trouvera de meilleures solutions à la fin pour traiter. Et au milieu, avant que ça devienne un déchet, on pourra étendre la durée de vie du produit, Mmh. le consommateur pourra le réparer, le réutiliser plusieurs fois. Donc là, c'est ce qui nous permettrait vraiment de nous inscrire dans cette économie circulaire. Donc il y a plusieurs chantiers dans cette économie circulaire. Ensuite, il y a sur l'interne, il y a tout un tas de choses à mettre en place. En plus, on est aujourd'hui dans une crise énergétique avec la guerre en Ukraine. Donc c'est comment on va réduire notre consommation d'énergie, tout ce qui est clim, chauffage, lumière. Ça, c'est un premier pilier. Il y a un deuxième pilier qui va être tout ce qui est tri, comment on peut inciter au maximum nos collègues à avoir le bon geste aussi au bureau. Ça va être tout ce qui est sujet de mobilité urbaine, comment les employés vont au bureau, comment on peut essayer de réduire notre impact là-dessus, comment nos commerciaux se Mmh déplacent, mh. est-ce qu'on peut avoir plus des voitures hybrides, des voitures électriques, enfin bref, les chantiers sont extrêmement nombreux et j'ajoute à ça aussi toute la pédagogie, c'est comment on arrive à embarquer nos collègues là-dedans. Donc voilà, la tâche est assez immense. Alors, est-ce qu'à terme, Mathieu, on peut, imaginer, une équipe plus nombreuse à tes côtés pour t'aider dans la réalisation de ces objectifs? C'est pas moi d'en décider, mais en tout cas, la logique voudrait que, enfin, au vu de tout ce que je viens d'énumérer comme priorités qui sont toutes très importantes, je pense on va se renforcer. Surtout qu'encore une fois, on est sur des sujets qui sont assez transverses et c'est comment on peut embarquer aussi les différentes fonctions qui, par le passé, avaient tendance à travailler un peu en silo. Et donc, c'est comment on casse un peu ces silos et comment on peut coordonner une politique environnementale plus large. Et donc déjà aujourd'hui, la RSE, ça ne peut pas être juste moi tout seul, c'est toutes les équipes qui le font au quotidien. Mmh mh. Et c'est comment on va avoir des ambassadeurs dans chaque fonction, des personnes qui vont se spécialiser sur ces sujets, parce qu'il y a aussi ce sujet-là, c'est que on est sur des thèmes qui demandent de l'expertise qu'on n'a pas forcément encore en interne. On a une ambition qui est très forte au niveau groupe. Après, la question, c'est comment on s'équipe, nous, en France, au vu des enjeux juridiques, financiers, techniques, et donc comment on embarque tout le monde. Mais je pense qu'à terme, l'équipe s'étoffera. C'est presque obligé. C'est évident. Ouais. Alors, dès les années, 1980-90, en fait, les sujets environnementaux existaient, déjà, mais étaient mis un petit peu, de côté par les entreprises et même par la société dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qui a changé véritablement aujourd'hui?
Bah, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est déjà la prise de conscience collective. On l'a vu ces derniers mois avec tous les changements climatiques, les catastrophes, les incendies, les typhons, et cetera. Donc, je pense que même au niveau des médias, aujourd'hui, cette prise de conscience de l'ensemble de la société sur ces sujets environnementaux a déjà un petit peu changé par rapport à il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant. Ensuite, il y a la législation, évidemment, la réglementation européenne qui est après transposée au niveau français. Donc, les pouvoirs publics se sont aussi emparés de ces sujets environnementaux qui régissent aujourd'hui notre quotidien. Et puis, le troisième pilier, je dirais, c'est les consommateurs. C'est vous, c'est nous, vous, tout le monde en France qui a pris conscience de ces enjeux environnementaux. Et donc, forcément, nous, en tant qu'entreprise responsable et surtout à l'écoute de nos consommateurs, on met vraiment le client au cœur de toutes nos réflexions, aussi bien commerciales que des réflexions stratégiques. Forcément, on s'adapte et on écoute nos consommateurs pour proposer une vision déjà plus responsable, mais également des produits, comme l'a dit Mathieu, de plus en plus durables pour contribuer aussi, mettre notre pierre à l'édifice par rapport aux différents objectifs, notamment ceux de l'ONU, par exemple. Le sujet d'ailleurs, il a toujours été là, hein, je pense, mais c'est juste qu'il y a un ordre de priorité qui a changé. Mmh. Cette prise de conscience, elle s'est accélérée. On a eu le Covid où on s'est tous rendu compte que quand on marchait dans la rue, qu'il n'y avait personne, pas de voiture, ben, on respirait mieux. Il y a eu en effet les 2 derniers étés, on a eu des catastrophes naturelles qui se multiplient et qui s'intensifient. Donc tout ça, c'est vrai que ça, je pense que c'est ça qui fait que c'est un sujet qui a toujours existé, mais maintenant il est vraiment en haut de Mm. l'agenda par Mmh, rapport mmh. à avant. Et puis les jeunes générations pensent à leur avenir, donc forcément elles sont de plus en plus inquiètes et la pression vient aussi de là, puisque Exactement. ces jeunes générations manifestent régulièrement. Mais pour revenir donc au cœur de notre sujet, donc tu le disais, la crise du Covid a accéléré cette prise de conscience écologique, mais elle a fait une autre chose. Cette épidémie, elle est venue changer aussi, bouleverser notre rapport au travail, notre Exact. manière de Mm. travailler avec l'instauration notamment plus massive et plus régulière du télétravail. Vous aussi, chez BAT, vous avez été concernés. Alors, comment ça s'est passé et surtout, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste finalement de cette crise? Alors cette crise, évidemment, on l'a tous subie, hein, donc on avait quand même pendant cette crise, tous télétravaillé, hein. Il y avait quand même une large proportion de la population active qui a télétravaillé. On était un peu obligés. Nous, chez BAT, on en a tiré de très bons enseignements. Déjà, on a vu que le télétravail fonctionnait avec nos collaborateurs, notamment au siège, à La Défense, où toutes ces fonctions support se sont dématérialisées. Donc on a forcément pris, le tournant du télétravail. Et puis en sortant de cette crise, on a vu que, ça fonctionnait en fait, qu'il y a pas de perte de productivité, pas trop de perte de lien social. Donc on a fait des consultations, puisque ce n'était plus obligatoire de télétravailler et donc on a fait des consultations auprès de nos employés et aujourd'hui, on a près de 98 de nos employés qui font du télétravail avec un minimum de 2 jours par semaine et ce qui est assez intéressant, c'est que 8 employés sur 10 chez BAT ont choisi 3 jours de télétravail. On le voit, il y a beaucoup de bénéfices également qu'ils ont trouvés dans cette nouvelle formule, je dirais, de travailler. Tout d'abord, c'est l'équilibre vie perso, vie pro qu'ils trouvent amélioré. Ce droit à la déconnexion également, qui vient aussi un petit peu appuyer le fait que cet équilibre est permanent. Ensuite, une meilleure façon de travailler également, de se concentrer par exemple sur des projets qui nécessitent beaucoup d'attention, donc on peut mieux le faire chez soi. Les transports évidemment, hein, surtout, Le gain de à La temps, Défense et en l'énergie. Île-de-France, c'est toujours un petit peu difficile. Donc on gagne en fait nos collaborateurs gagnent en qualité de vie, je dirais, tout en restant aussi productifs et en maintenant aussi, ce lien à travers, les, différentes, formules, qu'on peut proposer, notamment je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec notre, vendredi, focus. Donc on met en place des accompagnements, effectivement, des accords cadres, mais c'est toujours flexible. Donc effectivement, je vous ai dit 80 de nos employés ont 3 jours de télétravail, font 3 jours de télétravail par semaine. Cependant, c'est assez flexible, soit à la demande du manager, tout ça en concertation évidemment, rien n'est imposé, mais surtout en fonction des projets, en fonction des présentations aussi. Quand on a un beau projet à présenter devant tout le management board, bon, vaut mieux être en présentiel et puis aussi avoir un petit peu les réactions. Donc c'est très flexible. On a 3 jours, mais il y a toujours cette flexibilité dans la concertation et la collaboration, je dirais. Alors justement, tu l'as évoqué très Mm. rapidement, les initiatives qui vont dans le sens de cette amélioration de la qualité de vie au travail.
Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous proposez? Tu me parlais notamment de programmes de développement personnel. Exactement. Donc, chez BAT, on a mis en place depuis, pardon, depuis février, je dirais, janvier-février, c'est Focus Friday. Donc, c'est vendredi focus, qui est basiquement, les vendredis après-midi sont plus ou moins banalisés pour le développement personnel, mais également pour un peu rattraper aussi sa charge de travail de la semaine. Donc, ce qu'on demande, en fait, simplement aux managers, d'éviter de mettre des réunions qui ne seraient pas critiques pour le business critical comme on dit, ne pas envoyer trop d'emails qui demandent des réponses immédiates, par exemple, pour vraiment se concentrer sur eh bien, les présentations et puis rattraper un peu peut-être parfois le retard qu'on a dans la semaine. Le deuxième volet, c'est évidemment la formation, très important. On est dans un monde qui évolue très vite, qui est de plus en plus digitalisé, qui demande de plus en plus de compétences de présentation, de leadership. Donc, ces 4-5 heures par semaine sont aussi le moment pour nos collaborateurs de se former, alors que ce soit en ligne, évidemment, avec les outils qu'on connaît, mais également des refreshs sur la RGPD, sur les nouveaux produits, sur je sais pas, les nouveaux cadres de réglementation. Donc, c'est aussi un moment pour le développement, apprendre une langue aussi également. C'est aussi ce moment où on aide nos collaborateurs à se développer et puis au final être plus productifs et pourquoi pas aussi acquérir de nouvelles compétences. Et le troisième volet, alors c'est le plus sympathique, hein, évidemment, on a parlé de lien social, de télétravail, parfois 3 jours de télétravail, ça peut être beaucoup. Donc ces vendredis après-midi sont aussi l'occasion de faire des activités de team building. Au programme, on va avoir des cours de cuisine, de bistronomie, libanais, cuisine africaine, du sport, du karting, du football en salle. Ça va être également du volontariat qu'on met en place aussi avec des associations. Donc ça peut être les Restos du Cœur, enfin là vraiment Restos du Cœur, Secours Populaire, etc. Donc tout ça vraiment pour recréer du lien qu'on peut un peu perdre la semaine, même si on est en visio, on se fait Mmh. aussi des pauses aussi après Il y a moins ces le temps travail. informels, Exactement, on a lorsqu'on est chez besoin. soi. On a besoin Mmh. de se retrouver entre services, entre fonctions, et puis après on voit les fruits de ces activités puisque la communication est meilleure, la productivité est meilleure et on se connaît mieux. Mmh Voilà, mh. Il faut, tout simplement se réinventer et c'est ce que vous exactement. faites. Vous êtes, en plein dedans et il se trouve que justement vous recrutez des jeunes talents, on le disait, au début, tout type de profil, sur tout type de poste. Alors comment concrètement vous rejoindre? Où trouver vos offres? Comment ça se passe? Alors, il y a un endroit qu'il ne faut pas louper, c'est bat.carrière.com qui regroupe l'ensemble de toutes nos offres d'emploi à jour, en France, mais également en Europe. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller y faire un tour. Mais on a également, depuis maintenant 1 an et demi, un compte Instagram, life@bat, qui nous raconte en fait un petit peu les coulisses de l'activité et de notre bureau. Et évidemment, toutes les dernières annonces qui sont en vigueur. Donc, j'invite vraiment tous vos spectateurs à aller venir nous rejoindre sur ce compte Instagram. Et je suis certaine que vous serez bientôt sur, TikTok puisque c'est aussi le nouveau réseau, social des jeunes, the place to be comme on dit. De quel bagage universitaire et de quelle qualité humaine doivent disposer, les jeunes, diplômés qui nous écoutent, en sachant que vous êtes très attachés justement à ces soft skills, ces qualités humaines? Exactement. Alors effectivement, oui, on recrute des personnes qui sortent en général d'écoles de commerce ou qui ont fait des études post-bac, mais chez BAT, on est plutôt pour des têtes bien faites, plutôt bien pleines. Chez nous, on a vraiment une direction claire en termes de recrutement et même en termes de culture d'entreprise. C'est vraiment nos 5 piliers qu'on appelle ethos. Le premier, c'est la rapidité, fiabilité, diversité, responsabilité et être audacieux. Grâce à ces 5 piliers, on va pouvoir venir aller détecter des nouveaux talents parce qu'évidemment, rapidité, le marché évolue, la concurrence, le cadre réglementaire, surtout dans notre industrie, est très changeant. Ensuite, être fiable, qu'on vienne juste d'arriver, qu'on soit en période d'essai en CDI ou qu'on vienne d'arriver en tant que stagiaire, on est redevable de nos projets devant son manager, devant l'équipe européenne, devant même parfois le top management. Ensuite, on est audacieux, on rêve grand, British American, on est un peu American Dream, donc on pense beaucoup en dehors du bocal, on va aller chercher les idées, on va aller chercher les nouveaux concepts.
responsable, un cadre réglementaire très strict. Donc, on a une très, très grosse éthique, comme l'a mentionné aussi tout à l'heure Mathieu, sur la façon dont on fait du marketing responsable, la façon dont on commercialise nos produits, dont on communique, dont on interagit aussi avec les différentes institutions. Ensuite, on est diversifié, je l'avais dit tout à l'heure, 29 nationalités. Donc, on est vraiment Il faut dans... parler anglais, du coup. Il faut On parler le anglais. précise quand même, hein. British American, je pense que ça donne déjà un Ouais, petit ouais. peu la couleur. Alors, ça donne des fois un peu des échanges un peu saugrenus à Fida Turner, hein. Enfin, on l'aime beaucoup, mais voilà, des fois, ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais effectivement, l'anglais est très important. L'anglais business, hein. On n'est pas non plus, on n'est pas sur du niveau du shakespearien, évidemment. Mais à la fois pour la France, et Oui. parce qu'on est donc il y a 29 nationalités en France, donc pour se comprendre, tout le monde n'est pas francophone, mais aussi parce qu'on est une filiale et que quand on parle avec nos homologues qui sont à l'étranger, là pareil, le siège social il est à Londres, et donc la plupart, tout se fait en anglais en fait, dès que c'est au niveau Donc au-dessus c'est du bien marché. important de le préciser. Il y a Exactement. un test justement pendant le processus de recrutement ou... Alors, il y a des tests, effectivement. Et puis, bon, il y a beaucoup de managers qui sont aussi anglophones. Donc, il y a beaucoup d'entretiens aussi qui se font directement en En anglais. anglais. Exactement. Très bien. Donc, une tête bien faite plutôt que bien pleine. Voilà, si vous pensez avoir ce profil-là, c'est avec grand plaisir. Et après, puis, pluridisciplinarité exact. et culture générale, bien évidemment, s'intéresser à tout et sortir parfois aussi de son domaine de compétences, enfin de sa spécialité. Ouais, ça c'est plus un point de vue personnel, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui on est parfois trop siloté, et justement dans un monde en profonde mutation et en mutation aussi rapide, il faut qu'on ait cette capacité à chaque fois à dézoomer un petit peu et à comprendre comment tout s'enchevêtre. Ça manque peut-être un peu parfois, et donc c'est vraiment important, parce que ce qui m'a saisi aussi quand je suis arrivé chez BAT, c'était l'autonomie qu'on avait même aux postes les plus juniors. Et donc justement pour répondre à cette autonomie, pour être capable d'animer ces projets, il faut avoir aussi un peu ce recul, même si on a bien conscience que la maturité de quelqu'un qui arrive sur le marché du travail à 22-23 ans, elle n'est pas forcément là. Donc il ne faut pas non plus se stresser, je dis ça pour les étudiants qui pourraient se dire « mince, mais est-ce que je serai à la hauteur ?» Oui, enfin, vous serez à la hauteur, mais c'est juste garder un petit peu d'intérêt pour les sujets en général, et voir l'implication aussi directe que ce petit projet-là, en fait, ça vient servir une ambition, un objectif plus grand, et d'avoir cette compréhension un peu plus Et globale. c'est vrai que les jeunes aujourd'hui aiment bien passer en plus d'un sujet à l'autre très Exactement. rapidement. Ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve beaucoup, donc ça peut être tout à fait satisfaisant pour eux d'avoir en tête ce point-là. Exactement. Bon, merci en tous les cas à tous les deux, Romain et Mathieu, de nous avoir bien exposé les enjeux actuels et futurs que s'apprêtent à relever les collaborateurs de BAT, des challenges, on le disait, qui risquent de susciter l'intérêt des jeunes qui nous écoutent et de répondre à leurs aspirations vertes notamment. Alors encore merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Unlocked.